Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour. Nous vous remercions de ce temps que vous prenez pour écouter les enseignements, les discussions que nous avons, dont l'objectif est, comme nous vous le rappelons souvent, essentiellement de trouver un chemin par lequel l'Afrique peut arriver au chemin de la science, parce que pour nous, il n'y a pas de progrès sans science. Et ce matin, dans la même logique, nous avons invité le professeur Mouchili pour que nous échangions sur les obstacles épistémologiques. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour, merci de m'avoir invité une fois de plus. Merci, professeur Mouchili. Merci d'accepter l'invitation de Wafrica TV. Ensemble, nous allons voir comment construire notre Afrique. Une Afrique plus proche de la science, une Afrique qui se sert de la science pour se penser, pour se projeter, pour envisager son devenir. Ce matin, nous allons discuter des obstacles épistémologiques. Et d'entrée de jeu comme ça, très rapidement, nous allons vous donner la parole pour que vous nous dites qu'est-ce qu'un obstacle épistémologique. Oui, lorsqu'on parle d'obstacles épistémologiques, il faut déjà voir comment se construit, ou bien comment se construit l'histoire des sciences, et avec un point d'honneur sur un chercheur, philosophe, savant, comme Gaston Bachelard, qui a pensé la formation de l'esprit scientifique, en montrant qu'il fallait nécessairement, si on voulait accéder à la science, prendre un ensemble de dispositions qui pourraient nous éviter d'être caractérisés par des considérations partisanes. Et pour cela, il part même déjà d'un premier principe, ce qu'on appelle l'observation en science. Comment faire pour que ce que l'on observe ne se conçoive pas à partir de son apparence immédiate. Oui. Voilà. Il faut donc s'éloigner de ce qui est immédiat pour construire autrement l'idée qu'on veut avoir du donné expérimental, du donné de l'expérience. Oui, parce qu'il faudra faire la différence entre l'expérience et l'expérimentation. Bon, maintenant, c'est quoi un obstacle? C'est cette absence d'esprit critique qui nous pousse à conclure au premier donné comme si on n'avait pas d'effort à fournir pour atteindre la connaissance. Oui. Donc, la connaissance obéit à un principe méthodologique qui exige de nous une sorte de dialectique qui va nous pousser de la simple subjectivité à la construction d'un esprit d'objectivité qui s'exploite à l'intérieur d'une méthodologie qui s'encadre à partir de ce qu'on appelle l'esprit critique. Pour découvrir la vérité. Pour découvrir la vérité. C'est-à-dire qu'il faut passer par la vérification. Il faut avoir la méthode pour pouvoir parvenir à la vérité. Et comme ça, très rapidement, on peut s'imaginer un peu le contexte actuel où la vérité se découvre sur les réseaux sociaux. Et on se demande bien si l'humanité parviendra encore un jour à rentrer dans les laboratoires pour prendre le temps de savoir ce qu'est la vérité. Disons que les réseaux sociaux n'ont pas fermé les laboratoires. Mais maintenant, il s'agit du choix des sources d'information. Oui. Est-ce que nous devons faire confiance à la première information venue? Oui. Est-ce que nous pensons que les réseaux sociaux sont l'expression d'une humanité arrivée à maturité? Pas pour tout le monde. Oui. C'est déjà une avancée spectaculaire que de construire un monde dans lequel tout le monde, ou l'ensemble de l'humanité, a la possibilité d'accéder à l'information, et chacun peut, à partir de cette tribune, s'adresser au monde. Ça, c'est une des prophéties que faisait déjà Albert Einstein au début du XXe siècle, lorsqu'il parlait de la révolution communicationnelle. À côté des deux autres prophéties, où il parlait de la révolution démographique, avec les avancées que vont connaître les pratiques techno-biomédicales. Et l'autre révolution, c'est la révolution énergétique, avec les sciences physiques, la chimie,
qui allait nous produire de nouvelles sources de production d'énergie. Et aujourd'hui, nous constatons avec les réseaux sociaux que l'homme peut, en temps réel, faire passer sa pensée à travers le monde. Mais quelle utilisation faisons-nous de ces réseaux sociaux qui sont devenus une tribune d'invectives, de diffamations? On doit faire le tri dans ce qu'on recherche dans les réseaux sociaux. Prendre au premier abord, c'est-à-dire sans avoir réfléchi ce qui est donné dans les réseaux sociaux comme information, serait aussi tomber dans ces obstacles épistémologiques lorsqu'on n'a pas eu l'esprit critique pour se représenter ce qui devrait consister en l'information et ce qui serait la désinformation. Voilà. Nous cherchons en science à atteindre des vérités qui pourront satisfaire la totalité de l'humanité dans tous les domaines de la recherche. Et pour cela, nous devons nous appuyer sur des pratiques méthodologiques qui font de ce qu'on appelle aujourd'hui le principe objectif à l'origine de l'intersubjectivité dans la compréhension de ce que nous avons des données scientifiques. Donc la science, c'est une construction qui se fait à partir de la capacité humaine de se départir des considérations partisanes ou subjectives. Prof, parlons un peu de l'expérience première que Bachelard considère comme le premier obstacle épistémologique. Et vous en avez parlé quand vous parlez des réseaux sociaux. L'expérience première qu'on a d'une réalité, de ce qu'on touche de notre quotidien, il faut passer par la vérification. Oui, allons-y. Dans cette expérience première, on peut détecter deux choses en l'homme. Si l'expérience donnée s'enregistre immédiatement comme une connaissance, on va comprendre que le sujet est encore stage naïf. Mais si on peut déjà se représenter la possibilité de donner une autre signification aux données immédiates, alors on comprend que ce sujet peut déjà développer l'esprit critique. Mais avoir la culture d'interroger, avoir la culture de dépasser les données immédiates, il s'agit à ce niveau d'un apprentissage continu et pas nécessairement agréable. Oui, parce que ce qui est donné immédiatement se perçoit sans effort. C'est à peu près naturel et c'est pour ça que Bachelard affirme que l'expérience scientifique doit se donner contre la nature. Absolument. L'expérience scientifique, ou bien l'effort de construction d'un savoir scientifique doit se déconnecter de toutes les données immédiates. Et c'est ça qui a permis à la science de passer du classicisme à la modernité. Oui. Parce qu'on avait eu l'impression, surtout avec Aristote, que le donné immédiat était le reflet de l'essence même de la chose. Or, nous constatons aujourd'hui que non. Nous constatons aujourd'hui que la matière qui nous est donnée immédiatement est apparemment inerte. Mais lorsqu'on va plus loin dans la recherche de la connaissance, de la fonctionnalité, de l'organisation et de la structure de cette matière, on réalise que, au fond, la matière n'est pas inerte. Oui. Donc, on ne peut pas penser le réel à partir de la perception primaire et naïve du donné de l'expérience. Donc, on peut considérer que pendant que l'individu raisonne et interroge, il découvre qu'au-delà de l'inertie pensée première de la matière se donne autrement que l'impression qu'on peut avoir de prime abord. Oui, absolument. L'impression qu'on a au premier abord est, si vous avez connu le philosophe Descartes, pas le connaître comme personne, mais oui. Descartes nous dit les apparences sont généralement trompeuses. Les méditations métaphysiques. Oui. Il faut aller, sauf que au lieu de chercher dans la chose la quintessence de ces choses, Descartes ira chercher
dans sa raison l'expression véritable de l'essence des données extérieures, de données de l'expérience. Bon, là, il sombre dans un dogmatisme. Très bien. Qui est un autre obstacle épistémologique, parce qu'on ne peut pas s'enfermer sur soi et vouloir connaître le réel. Très bien, d'où l'importance de l'intersubjectivité dont vous parlez souvent. Oui. C'est absolument important de fonder l'objectivité de la science sur le principe de l'intersubjectivité. Oui. Parce que Descartes a voulu quitter l'obstacle épistémologique qui consiste en la naïveté de la perception des choses premières comme des vérités, mais il nous a plongé dans un autre obstacle épistémologique en croyant qu'un sujet solipsiste ne pouvait parvenir à la vérité. Du réel. Bon, dans les deux cas, on est enfermé dans des obstacles épistémologiques. Kant a voulu résoudre le problème entre ces rationalistes dogmatiques et ces empiristes, mais il n'est pas parvenu à ce qu'ont fait les savants du début du XXe siècle, parce que Kant a imaginé que ce qui n'est pas perceptible par notre capacité à résoudre la question de l'expérience à partir des schèmes de l'entendement humain reste dans le cadre des noumènes. Bon, or, peut-on aujourd'hui affirmer avec Kant que les noumènes existent? Non, parce qu'aujourd'hui, on comprend que ce qui n'était pas compris à l'époque de Kant se comprend aujourd'hui comme des phénomènes quantiques. Et ces phénomènes quantiques, qui ne sont pas perceptibles à l'échelle observationnelle, nous, avec les instruments plus pointus, qui peuvent capter les phénomènes à l'échelle nano, c'est-à-dire le milliardième du mètre, peut déjà être connu. Parce que quand on parle d'un phénomène quantique, il s'agit d'un phénomène qui a la taille du milliardième du mètre. Oui. Bon, prof, maintenant, peut-être qu'il faut considérer que le solipsisme est une première étape du raisonnement, mais qu'ensuite, il faut passer à l'étape intersubjective, parce qu'on ne peut pas tout simplement s'arrêter, on ne peut pas commencer à rechercher la vérité par l'intersubjectivité. Il faut bien que le sujet se déclare comme sujet pensant, capable d'appréhender une réalité avant de la poser dans la discussion. Disons que quand vous êtes capable d'avoir mis de côté ou alors d'avoir dépassé le stade naïf qui consiste en l'analphabétisme, en l'illettrisme, et que vous avez aussi la possibilité de sortir de vos traditions, de vos rites et de vos croyances pour vous poser comme un sujet qui pense de façon impersonnelle, vous êtes bien sûr d'être sur la voie de la résolution d'un problème qui pourra se fonder en intersubjectivité. Ok. Donc maintenant, si on peut, de manière universelle, si on peut recenser quelques obstacles épistémologiques dans la démarche des sciences et en fonction des époques, on citerait quoi de manière très rapidement? Bon, en fonction des époques, on peut dire au Moyen-Âge que l'Église est la principale obstacle épistémologique. Parce qu'avec l'Inquisition, le savant n'a même pas la liberté de chercher. Et ceux qui cherchent sont systématiquement condamnés. Nous n'avons qu'à voir le sort réservé à Giordano Bruno ou à Galilée. En leur temps. Bon, pourquoi? Parce que le savoir ne devait pas aller au-delà de ce que l'Église pense comme connaissance. De l'empirisme, est-ce qu'on peut citer l'empirisme, cette expérience-là en... Disons que l'empirisme, si on voit l'empirisme sceptique de David Hume, a résolu au moins un premier problème, celui des rationalismes dogmatiques fondés sur la connaissance qui est sur une connaissance fondamentalement subjective. Parce que qu'est-ce qui peut bien nous prouver qu'on connaît parce qu'on a une âme qui est la sémence divine existant en l'homme et qui serait capable de parvenir à des vérités absolues si on n'utilisait pas notre faculté de connaître, selon Descartes, de façon précipitée. Bon, moi je ne pense pas que cela pouvait favoriser l'atteinte d'une véritable connaissance. Mais avec cet empirisme où il faut trouver dans les choses factuelles le point de départ de la connaissance, et cela crée une sorte d'avancée, mais là on n'a pas toujours la connaissance de la chose. On ne peut pas exploiter cela. C'est pour cette raison que
au 17e, 18e, 16e siècle, la technologie ne pouvait pas être développée parce qu'on était encore dans une sorte de confrontation entre les empiristes d'une part et les idéalistes d'autre part, les rationalistes dogmatiques d'autre part. Mais quand on réussit, c'est à partir surtout de la physique de Newton qui réussit à créer un seul monde dans lequel émergent les conditions de possibilité de la connaissance qu'on entre de façon résolue dans la systématisation des savoirs. Sauf que Newton est resté dans ce déterminisme qui ne permettait pas de voir le réel tel qu'on le voit aujourd'hui. Prof, en lisant Bachelard dans la formation de l'esprit scientifique, on a l'impression qu'il fait une apologie de l'abstraction. C'est-à-dire qu'il va progressivement dans sa démarche parler de l'état concret abstrait et ensuite de l'état abstrait. Oui. Oui, je comprends bien ce que veut dire Bachelard. Quand il dit de l'abstraction, quand il parle de l'abstraction, il ne s'agit pas de retomber aux considérations platoniciennes classique ou cartésiennes, oui. Mais ici, il s'agit de se défaire de toutes ces pesanteurs que sont l'analphabétisme, les croyances, les rites, qui pourraient ne pas nous rendre capables de concevoir des idées ou des théories scientifiques impersonnelles. Parce que la naïveté dans laquelle on se trouve pendant qu'on n'est pas encore arrivé, qu'on n'a pas encore développé l'esprit scientifique est tel que tout ce qu'on conçoit comme connaissance devrait être vrai et pour moi et pour vous. Et dans ces conditions, celui qui développe une idée contraire à la vôtre entre dans une logique de confrontation. Et dans cette confrontation peut naître le conflit et non la logique concurrentielle qui mène les savants vers la connaissance, la véritable connaissance qui se fonde en objectivité. J'entends par objectivité le fait que toute théorie scientifique se règle au moins sur 3 points. Le principe de logique, le principe de nécessité et le principe d'universalité. Lorsque une théorie regroupe dans sa méthode pratique ces 3 principes, c'est-à-dire la logique, la nécessité et l'universalité, alors on est en science. D'accord. Prof, est-ce qu'on peut considérer que l'abstraction veut dire dans ce cas dépassement? Oui, le dépassement du donné factuel, le dépassement des considérations subjectives et naïves au profit de l'atteinte d'un niveau de subjectivité qui va fonder l'objectivité. C'est-à-dire qu'il est question de dépasser ses propres obstacles. Oui, dépasser ses propres obstacles liés à son environnement. Maintenant, sur le plan, dans ce monde configuré universellement désormais, on a, à mon sens, un gros obstacle qui est l'idéologie. Cette appréhension de la science par certains peuples comme leur propriété. J'en veux pour preuve, voilà, nous avons le Covid avec les vaccins. Vous avez des vaccins qui ne sont pas reconnus dans certains pays. Pourtant, c'est les vaccins. C'est-à-dire, vous avez le vaccin russe ou chinois, vous êtes sur le sol français, on considère que vous n'êtes pas vacciné, vous devez recommencer le vaccin. À ce moment, comment les autres peuples peuvent faire pour faire la science? Bon, il ne faudrait pas que la démocratie libérale ou l'idéologie économique néolibérale nous fasse oublier l'essentiel. La science ne s'encombre pas pour se faire de ces idéologies. Le principe scientifique, c'est l'objectivité. Même l'idéologie peut apprivoiser la science, mais l'idéologie ne peut pas s'intégrer dans la méthode de la science. Bon, ça veut donc dire que si nous comprenons qu'il y a cette lutte idéologique entre des nations, nous qui sommes encore des nations sous-développées, pouvons créer un contrepoids. Mais comment créer le contrepoids quand nous-mêmes n'avons pas encore développé des habitudes de travail scientifique? C'est-à-dire, nous sommes encore très fortement attachés à nos traditions et
vous savez bien, tradition, c'est le contraire de la culture. Oui. La culture signifie le développement permanent. Labouré, transformé. Voilà. Le développement permanent de l'esprit humain en vue de l'atteinte d'une existence meilleure. Oui. Mais est-ce que cet esprit scientifique a déjà considérablement gagné l'Afrique? Nous sommes encore dans la formation qui ne permet pas d'avoir une masse critique suffisante pour transformer nos États. Nous n'avons qu'à voir que la plupart des grands travaux qui s'effectuent dans l'Afrique tropicale, ces travaux sont effectués par une main-d'œuvre généralement extérieure aux pays africains. Bon, comment penser le développement si c'est les autres qui doivent nous développer? Professeur, est-ce que la dimension idéologique ne neutralise pas les capacités? Non, l'idéologie ici là consiste à retarder le plus possible dans le temps et dans l'espace certains États. Tout à fait. Mais ce ne sont pas des idéologies. Là, c'est un autre obstacle épistémologique auquel font face les pays africains. Mais on peut transcender cela. Comment se positionner dans ce monde où les rapports sont essentiellement concurrentiels et la concurrence fondée sur des principes déloyaux qui vont conduire au retardement d'un certain nombre de pays. Mais si nous savons déjà ça, si nous prenons déjà ça dans les universités, dans les écoles, si la jeunesse qui monte se détourne de la perversion ambiante au profit de la conquête du monde à partir de l'apprentissage permanent de la science, alors on peut arriver à cette ambition rêvée, à la réalisation de cette ambition rêvée. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous cherchons même à réaliser ce qui est possible? J'ai un philosophe allemand, Goethe, que j'aime beaucoup. Il dit, il faut rêver l'impossible pour être capable de réaliser ce qui est possible. Donc, si vous ne rêvez pas l'impossible, vous n'allez même pas réaliser ce qui est possible. Mais comment rêver l'impossible? Moi, je prends toujours l'exemple des jeunes, de la jeunesse coréenne, à qui on n'accorde pas plus de 5 heures de sommeil par jour. Oui. Peut-être parce qu'il y a une institution qui s'arrange pour que ce programme-là se fasse. Et pour être concret, dans la question que je voulais poser, prof, est-ce que le Cameroun, par exemple, s'engage dans un vaccin, tout en sachant a priori qu'il ne peut vacciner que des Camerounais? C'est-à-dire que parce que la science n'échappe pas aujourd'hui à la logique du marché. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'en présence de Covid, on lance quand même, on met des milliards de francs dans la recherche d'un vaccin anti-Covid en sachant qu'on ne le vendra pas puisqu'il ne sera pas accepté sur certains marchés? Je ne sais pas. Mon idée, c'est de voir, c'est de s'interroger sur comment est-ce qu'on dépasse cet obstacle épistémologique que j'appelle idéologique. Oui. Vous savez, les autres nous gagnent à partir de quoi? De la recherche et de la publicité. Oui. Maintenant, est-ce que la recherche et la publicité suffisent? Il faut encore l'efficacité. De quelle efficacité peut être mon programme de recherche? Le médicament que je mets sur pied pour vaincre Corona. C'est à ce niveau qu'il faut s'interroger. Pour cela, est-ce que nos États ont développé la recherche à l'échelle industrielle? Pas encore. Pas encore. Mais à l'échelle fondamentale, dans les laboratoires des universités ou des programmes de recherche destinés à développer la recherche scientifique et l'innovation, nous avons un ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. Bon, à ce niveau, nous sommes dans la recherche fondamentale. Oui. Mais maintenant, on doit savoir que ces pays qui nous proposent des vaccins, ce ne sont pas des vaccins financés nécessairement par l'État. Oui. C'est le secteur privé qui développe les États. Oui. Bon, quelle est la chance que nous avons accordée au secteur privé de se développer afin qu'on soit capable de nous demander pourquoi le Cameroun ne peut pas fabriquer un vaccin? À quelle fin travaille le secteur privé? Quelle est sa capacité à improviser? Et quel est le cadre juridique dans lequel travaille le secteur privé pour être capable de constituer une masse critique
afin d'être capable de s'opposer, ou alors afin d'avoir la force nécessaire pour s'opposer à l'entrée imposée des vaccins nécessairement venus de l'extérieur. Certainement pour gagner des parts de marché, vous voulez dire. Oui, bon, pour gagner des parts de marché, il faut déjà rayonner à l'intérieur de son propre pays. Vous voyez, quand on dit les États-Unis ont envoyé plus de 300 000 vaccins au Cameroun ces derniers temps, mais c'est Johnson & Johnson. Voyez-vous, Oui. ce n'est pas l'État américain qui fabrique le vaccin. Oui. L'État peut assurer le convoi de ces médicaments au Cameroun. L'État peut assurer la production en grand nombre. Et de quelle assurance l'État est-il capable? C'est peut-être aller au niveau de la fiscalité, au niveau de sa capacité à créer ce qu'on appelle aujourd'hui le dumping, même si c'est mauvais à l'échelle de l'Organisation mondiale de la santé, parce que vous ne devez pas, dans un pays donné, avoir vos produits plus bon marché que les produits locaux. Oui, l'Organisation mondiale du commerce. Oui, et lutte contre le dumping. Oui. Voilà, mais est-ce que nous faisons un effort pour exploiter nos données? Nous sommes tous à regarder ce que l'extérieur va nous proposer. Mais il y a des solutions locales. Oui. Mais quelle publicité faisons-nous pour que la solution locale passe? Qu'est-ce que nous devons faire dans les rapports sud-sud pour qu'on soit moins tourné vers le nord? Nous n'élaborons pas encore des stratégies. Nous sommes dans une CEMAC qui est créée depuis déjà un certain temps. Mais est-ce que la circulation des citoyens et des biens, des services à l'intérieur de cette zone est déjà fluide? Et on pourrait même d'ailleurs parler du partage des informations en ce qui concerne la recherche pour pouvoir créer un bloc capable de faire face à la venue très fluctuante des... Mais dernière question pour sortir, prof. Est-ce que le marché peut commander la recherche? Oui, le marché commande la recherche. On ne fait pas la recherche pour ne pas en profiter. Du moins à l'échelle industrielle. Oui. La recherche pour le développement. On vise les besoins qui s'expriment à travers le monde. Oui. C'est pour cette raison que quelqu'un préférera investir dans la navigation vers l'espace, Oui. que donner à manger à un pays en guerre. Okay. Parce qu'il est question de rentabiliser sa recherche. Il n'est pas question... La recherche n'est pas faite pour de l'humanitaire. La recherche est faite pour le profit. Et nous devons savoir cela. C'est pour cette raison que, même à l'échelle de la santé, il y a ce qu'on appelle les maladies rentables et les maladies non rentables. Entre autres maladies non rentables, nous avons le paludisme pour lequel on cherche le vaccin depuis des années. Oui. On n'en a pas. Voyez-vous? Oui. Mais à peine le corona est dehors, la vitesse avec laquelle on cherche les solutions est telle que on pourrait croire que le coronavirus est une maladie rentable. Oui. Et le paludisme est une maladie non rentable. Peut-être parce que le paludisme est une maladie située. Essentiellement tropicale, oui. Qui n'a pas beaucoup d'impact sur les autres environnements. Oui, disons que le paludisme ne permet pas de brasser autant de milliards que le vaccin contre le coronavirus. Oui. C'est sur ce thème que nous allons finir cette émission, en considérant que nous avons à nous débarrasser des obstacles épistémologiques pour pouvoir faire la science. Oui, il faut nécessairement dépasser cette situation où nous nous enfermons dans nos croyances, où nous attendons la manne du ciel, où nous croyons que le chemin pourrait s'ouvrir à nous sans nous. Je vous remercie pour cette invitation. Merci, professeur Mouchili. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, de regarder ces contenus et pour qu'ensemble nous soyons capables de faire face à ces obstacles idéologiques, scientifiques qui traversent la planète. À très bientôt sur Africa TV.